Bonjour et bienvenue. C'est pas pourquoi je fais ça. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente à tous ceux qui sont pas habitués sur ma chaîne. Je me nomme Sean Parsons. Depuis environ 1 an, je fais des vidéos sur ma chaîne sur mes lectures du mois. Et en fait, ça fait très longtemps que j'aimerais vous en parler. J'adore également le cinéma. Je ne suis pas un adepte, là. Je suis pas un expert ni une critique. Je suis simplement quelqu'un qui adore les films, comment faire les films, les jeux d'acteurs, les scénarios, le montage. Je suis passionné de ces choses-là, de toutes les behind the scenes derrière les caméras. Et aujourd'hui, plutôt que de vous présenter mes lectures du mois, et puisque c'est l'été, que c'est relax, même s'il fait extrêmement chaud, eh bien, je suis ici pour vous parler de mes 20 films préférés. C'est pas un classement objectif. Il n'y a aucune objectivité lorsqu'on parle de films puisque tous les goûts sont propres à chacun, autant dans les films que dans les livres, que dans n'importe quoi qui concerne la passion, le divertissement. C'est sûr qu'il y en a que je vais oublier. Il y a peut-être votre film préféré qui ne se retrouvera pas dans mon classement. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc en partant, aimez cette vidéo, partagez-la, commentez-la et on se retrouve pour le petit top 20. J'adore les films d'horreur, les films avec une ambiance. J'aime quand le film, bien qu'il utilise des clichés, comme dans Conjuring, que je trouve que il utilise tellement de clichés horrifiques, mais qu'il a su les utiliser avec brio, avec une ingéniosité que je n'avais pas vue dans certains films, même si je vous parle de Conjuring, il ne se retrouve pas dans mon top 20, même s'il aurait pu parce que c'est quand même un chef-d'œuvre du cinéma d'horreur. Bien, dans mon classement, surtout dans les dernières positions, il y a beaucoup de films d'horreur. Tous ces films sont évidemment recommandables, la plupart les gens l'ont vu des centaines de fois. Alors commençons maintenant avec mon numéro 20. Il s'agit de The Witch, et je tiens à dire, il y a un seul film dans tout ce classement que je n'ai pas en format physique. J'adore posséder les films, bien que ma blonde dise qu'il n'y a pas assez de place chez nous pour tous les films qu'on a. Si vous écoutez vos films sur les sites de streaming, ils vont disparaître éventuellement puisque les distributeurs et droits et tout. J'adore le fait que ces films sont entièrement disponibles chez moi et c'est pour ça qu'ils sont toujours en format autant Blu-ray que 4K puisque je suis passionné même si ça coûte extrêmement cher. Eh bien, The Witch, les gens l'adore comme 100% comme moi ou le déteste 100% puisqu'il ne se passe pas grand chose. On suit une famille de colons au début des États-Unis ou dans les années 1600 qui s'exilent, qui sont excommuniés d'une ville et qui partent faire leur vie dans la forêt. Et il y a une sorcière qui rôde. Le film est lent. Mais si lent, mais il te plonge dans une ambiance lourde, mais tellement saisissante, surtout avec le thème du développement personnel de la femme, de la jeune fille qui est la plus vieille de la famille. Les prestations de chaque acteur est excellente et les éléments horrifiques, bien que très subtils, sont vraiment percutants. J'adore la filmographie de Robert Eggers, surtout The Witch, The Northman et un que je vais vous parler plus tard dans ce classement. Au niveau, on est dans les jeux vidéo maintenant. À la 19e place de mon classement se trouve un classique intemporel qui a, à mon avis, peut-être un peu vieilli juste pour ses effets visuels. Et là, je dis 3D et non à la caméra. Il s'agit de Titanic par James Cameron. Je pense que ça fait même pas 1 an que j'ai vu ce film-là pour la première fois. C'est un classique. Ma blonde faisait juste me dire à quel point qu'elle avait détesté ce film puisque c'est si dramatique, si trash. Puis moi je me disais, ça doit être dans les 20 dernières minutes parce que, spoilers, pour ceux qui ne savaient pas, le Titanic a coulé à cause d'un iceberg et de plusieurs autres choses qui concernaient une maintenance coup-ci coup-ça du bateau. Mais je pensais que cet événement-là arrivait vers la fin. Eh bien non, en plein milieu parce que le film dure 3 heures quand même. Après 1h30 d'histoire d'amour qui est, pour moi, même si est cucu, puis ça fait juste 1 semaine qu'ils se connaissent les deux, ils sont follement amoureux, mais moi j'ai tellement accroché, je trouve que leur passion des deux, Totoro, était saisissante, était vraiment accrochante, très cute. Et quand après 1h30, le bateau finit par percuter l'iceberg, tout devient chaotique et vient
quasiment raisonné qu'un film d'horreur, c'était vraiment merveilleux. Filmographie, acteurs, histoire d'amour, catastrophe. Que c'est un film qui a tellement bien vieilli. J'adore les décors, j'adore les jeux d'acteurs, j'adore tout de ce film-là. À la 18e place de mon classement, on retrouve un autre film d'horreur qui est pour moi l'un des films, si c'est pas le film le plus stressant que j'ai jamais écouté de ma vie. Il s'agit de 28 Days Later ou 28 jours plus tard en français par Danny Boyle. 28 Weeks Later, je l'ai adoré. 28 Years Later qui est sorti il y a vraiment pas longtemps. Je l'ai vu avec un ami et on n'a pas compris. C'était étrange, mais disons qu'à la fin, on a beaucoup ri dans la salle. Et 28 Days Later, c'est encore un film de zombies, d'apocalypse, mais là, ça mélange apocalypse des infectés. Je pense que c'était dans les premiers cas où on voyait vraiment des infectés, c'est-à-dire des zombies qui courent, qui n'étaient pas ralentis par leur corps en putréfaction. Et c'est des zombies qui transmettent leur virus par le sang, donc ils peuvent vomir du sang, ils sont enragés, donc ils foncent à tout à l'heure vers les gens, les tuant ou les transformant. C'était vraiment un film absolument terrifiant, pas parce qu'il y a des jumpscares aux 2 minutes, mais vraiment parce que à tout moment tu peux dire il y a une horde de zombies qui peut arriver de n'importe où en hurlant, en courant. Et ça, j'ai adoré. Même si ça fait peur. Ça fesse quand même comme film. Ça te met dans une zone où que t'es complètement tendu et j'ai adoré. 17e film de ce classement et 2e film du réalisateur Robert Eggers. Il s'agit de Nosferatu, son tout dernier film. Et c'est ce film qui m'a confirmé que ce réalisateur, après 4 films, avait clairement compris comment saisir l'horreur. Nosferatu, c'est un film allemand du début des années 1900-1922, il me semble, qui est une repompe clairement assumée ou pas de Dracula. Parce qu'il y a absolument tout qui est pareil à Dracula. C'est juste qu'en Allemagne, à cette époque-là, ils n'avaient pas les droits. Donc, ils ont modifié quelques trucs et il y a eu un remake dans les années 70 et là, il y a eu un autre remake. T'sais, tous les Nosferatu, je les ai pas vus, c'est le seul que j'ai vu. Et tabarouette, l'ambiance de fou qui est gothique et qui te plonge dans un univers tellement dark. Moi qui adore la dark fantasy dans la littérature, j'ai adoré ce film puisque ça mélange rites, des folklores et en plus c'est pas juste comme les films américains où c'est que peu importe le pays, la personne va parler en anglais. Non, peu importe les pays qui traversaient les personnages, ben il y avait la langue locale, il y avait les légendes locales, il y avait tout. C'était parfait. Puis Nosferatu, moi je m'attendais à avoir un vrai vampire avec les crocs et tout, mais c'est vraiment différent, surtout vers la fin, la peste qui ravage la ville du film, que je me rappelle plus. Vraiment un film légendaire et je suis tellement hypé par le prochain film de Robert Eggers, qui est un film sur les loups-garous en 1300 quelques. Ça va être complètement fou, sachant qu'il a fait un chef-d'œuvre absolu qui est Nosferatu. À la 16e place de mon classement, on a un classique et peut-être même venant de mon réalisateur préféré. Il s'agit de Jurassic Park, le premier de Steven Spielberg. Je fais partie des rares personnes qui a beaucoup aimé The Lost World, donc Jurassic Park 2, parce que dinosaure. Et dans celui-là, ben, en plus je l'ai en 4K et c'est si beau, c'est mon Dieu que c'est beau, que ça a bien vieilli. Il y a juste quelques petits effets visuels qui sont datés, mais c'est normal, c'est en 94 le film à l'origine, donc quand même, les personnages sont attachants, les dinosaures sont tellement beaux et c'est mélange maquette, effet numérique, effet pratique. Comment tu fais pour avoir des bébites aussi belles à cette époque-là, alors qu'aujourd'hui, qu'on en ferait en CGI avec la technologie d'aujourd'hui, je sais que ça coûte très cher. Il y a beaucoup de visuels de ce film, de ce chef-d'œuvre qui font plus beau que les films d'aujourd'hui, avec plusieurs scènes iconiques. La
première apparition du T-Rex, son cri, les raptors dans la cuisine, les raptors absolument partout. Les raptors n'ont absolument rien à voir avec les dinosaures qu'il y avait dans notre univers, dans notre monde. Même affaire pour les dilophosaures, même affaire pour tellement d'autres dinosaures de ce film, puisqu'il y avait tellement de libertés qui ont été prises, mais c'était une aventure presque horrifique. On y revient encore à ces thèmes. J'ai redécouvert ce film récemment et j'ai été retransporté vers la jeunesse. Ok, je triche un petit peu parce que on retrouve à la 15e, 14e et 13e place de ce classement les 3 premiers films Pirates des Caraïbes. Bon, là c'est sûr que je les ai en DVD. Je veux les acheter en Blu-ray parce que ma télé ne fonctionne pas avec les DVD. On voit beaucoup trop pixelisé. Je peux pas croire que c'est des films Disney parce que c'est sale. Ça plonge dans une ambiance d'aventure sale, mais tellement le fun à suivre avec des aventures, des créatures, des personnages qui t'emportent, que t'as même pas l'impression d'être dans les Caraïbes tellement que ça a l'air fantaisiste. Oui, on retrouve la marine britannique des années 1700 avec parfois même espagnol, surtout dans le 4e. Ils ont su établir un univers tellement fascinant. Que dire de Johnny Depp en Jack Sparrow? Tu ne peux pas remplacer cet acteur dans ce personnage-ci. Le 5e, je l'ai vraiment pas aimé. Le 4e, les gens l'ont vraiment pas aimé du tout. Moi, j'avais beaucoup aimé à sa sortie. Sûrement que je le reverrai aujourd'hui, je l'apprécierais. Mais moi, ce qui faisait le charme de ces films-là, c'était le trio Elizabeth, William, Johnny Depp, oui, mais Jack Sparrow surtout. C'est pas ma trilogie préférée. On va en reparler plus tard de ma trilogie préférée. Et non, même Fellowship of the Ring, Two Towers, même Return of the King ne sont même pas dans mes trilogies préférées. Je les ai beaucoup aimés, mais je les ai vus juste une fois, mais je sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à les réécouter. Je dis pas que c'est des mauvais films, je dis juste que ça m'a moins accroché. J'ai beaucoup plus aimé les livres des Seigneurs des Anneaux que les films. Et beaucoup plus aimé Pirates des Caraïbes. Vous avez le droit de me rire, mais c'est mon opinion personnelle. Encore dans la nostalgie, moi je suis un enfant des années 2000. Je suis né en 98. Ça sonne si vieux. J'ai même pas 27 ans encore, j'ai l'impression d'avoir 50 juste à dire ça. Mais l'époque où que je me suis développé créativement dans le divertissement surtout, c'est dans le début années 2000. Et c'est pour ça que à la 12e place de mon classement, il y a soit Spider-Man 1 ou 2 des films de Sam Raimi avec Tobey Maguire. Le 3, je le trouve encore aujourd'hui quand même bon. Il y a des scènes que ça passe moins, mais le 1 et le 2 restent pour moi des classiques intemporels qui sont tellement bien, qui ont redéfini le mythe de Spider-Man et qui ont ancré dans la culture populaire Tobey Maguire en tant que le Spider-Man. Pour moi, il y en a beaucoup qui préfèrent Tom Holland parce qu'il est plus proche du Peter Parker, plus réactif, allumé, TDAH. C'est même pas de la nostalgie nécessairement, je trouve vraiment que c'est un excellent Spider-Man avec des décors, des designs. Le fait que New York soit autant un personnage que Spider-Man lui-même, en fait, j'ai trouvé ça vraiment fascinant. On va mettre le 1 et le 2 ensemble. Green Goblin avec William Dafoe est peut-être l'un des meilleurs méchants des films de super-héros pour moi, en fait. Dr. Octopus, même chose, il est extrêmement attachant. Que de scènes iconiques en tête. J'ai même envie de le réécouter en ce moment même. À la 11e et 10e place, on a des films qui étaient pendant longtemps dans mon top 3. À la 11e place, il s'agit de Logan. Logan qui, en plus, est basé sur mon comics préféré qui est Old Man Logan. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo si vous êtes habitué à mon autre émission qui s'appelle L'Antre de la lecture. On suit un Wolverine défait, complètement désabusé après la quasi-disparition des mutants sur Terre. Et c'est là que X-23, sa fille, qui a été créée génétiquement à partir de son ADN dans des labos de Weapon X, fait surface et là, il y a comme un lien très difficile au début qui se crée entre les deux, mais en plus, elle a son habileté d'avoir des griffes bien que différentes puisqu'elle en a 2 sur les jointures et une entre les orteils et elle est tout aussi sauvage que lui. C'est un film extrêmement dark qui mélange les films noirs avec des films de super-héros, mais j'ai tellement pas l'impression que c'est un film de super-héros
super-héros tellement que c'est un thriller dark. Hugh Jackman, Laura Kinney, Patrick Stewart aussi qui livrent des prestations absolument au top de leur forme. Surtout Hugh Jackman, selon moi. Le méchant est extrêmement anecdotique, mais au moins c'était la première fois qu'on voyait les Reavers dans un film. Ce qui donnait l'occasion à Wolverine de devenir le berserker qu'on ne voyait pas dans les autres films. C'est la première fois qu'on voyait un film Wolverine aussi violent, alors qu'avant c'était très très léger, alors que dans les comics Wolverine, c'est vraiment pas pour les enfants. Et le deuxième film qui était dans mon top 3 pendant très longtemps, il s'agit de Joker, qui est maintenant à ma 10e place, qui est réalisé par Todd Phillips. Et pourquoi ça a été un de mes coups de cœur pendant très très longtemps, c'est parce que, ben ça l'a encore, c'est juste que là il est un petit peu moins haut par rapport à d'autres films, c'est que il joue tellement avec le côté psychologique des personnages et ça, j'ai adoré ça. C'est pas juste un film de comics normal, ça pousse vraiment à la réflexion sur la société en général. C'est pas juste de dire « Ah, pauvre petit Pete, il est une victime de la société, on devrait tous se rebeller. » Non, c'est vraiment pas juste ça. Le Joker est une victime dans le sens de « Oui, il a des troubles, les gens sont terribles avec lui, se moquent de lui constamment, alors que lui, il essaye juste d'être un comique. Mais c'est le fait que quand il part dans des hallucinations, que la réalité est toute trouble, il y a beaucoup de théories sur est-ce que ce qu'il vit est réel ou pas. Il y en a des passages qu'on nous montre. Il y a un certain passage que même dans le cinéma, que d'habitude je vois quand même les twists venir, et là, je ne l'avais pas vu venir du tout. Et il y a, en fait, il y en a 2-3 même, mais je trouve que c'est un film qui pousse à la réflexion qui est tellement plus profond qu'on y pense. Et dès que le Joker se réveille, je trouve que c'est des passages absolument brillants, avec des scènes absolument iconiques, mais encore là, jamais que je dirais que dès qu'il commence à faire des crimes en tant que Joker, que ça valorise une certaine violence. Non, le réalisateur, je suis persuadé, il l'a fait également dans Joker Folia 2, je suis certain que ce n'était en rien pour valoriser les gestes qu'il fait. À la 9e place, il s'agit d'un film que je n'ai toujours pas en physique, ce qui m'étonne de moi-même en fait. Il s'agit d'un énorme classique, mon deuxième film d'animation préféré de tous les temps, mon Disney préféré de tous les temps. Il s'agit du Roi Lion. Et que dire, les musiques, l'animation, l'histoire qui est extrêmement simple mais qui est comme copié de Hamlet de Shakespeare est tout simplement brillante. Le parcours de Simba a façonné ma vie de TQ jusqu'à aujourd'hui. Les environnements, les couleurs, Hakuna Matata, Can You Feel the Love Tonight, qui est une chanson absolument intemporelle. Selon moi, Disney a pas été capable d'aller plus haute que ça en termes d'histoire, d'animation, de mixer toutes ces belles choses ensemble. C'est sûr qu'il y a eu des très très bons films Disney après, je dis pas qu'il y en a pas eu, mais je trouve que Le Roi Lion, et je sais que plusieurs le pensent également, c'est le pic de l'animation Disney. Dans un registre vraiment pas pareil, surtout que, tu sais, je vous parlais de films qui parlent de réflexion sur la société, des thrillers dark. Là, on est vraiment dans une ambiance masculinité toxique au maximum. Il s'agit de 300 par Zack Snyder, qui est un film que peu de gens savent, qui est adapté d'une BD de Frank Miller. Et il y a des plans que c'est absolument plan par plan des pages des comics. C'est un film que les chorégraphies de combat sont au top de leur forme. Il y a tellement de combats spectaculaires et tellement badass. Il y a des rhinocéros géants, il y a des trolls, ça n'a pas de sens. Mais la bataille des plaines de Thermopyles, c'est mon événement historique préféré, puisque on a quand même 300 personnes. Dans le film, il y en a 300 dans la vraie vie, parce que oui, je le répète, c'est vraiment arrivé. Il y avait environ 10 000 personnes contre 100 000 Perses qui essayaient d'envahir la Grèce. Et c'est un last stand, des gens qui se sacrifient pour défendre des gens derrière eux, là. Donc Athènes, la Grèce, Sparte et tout. Et je trouve ça tellement iconique comme film, avec des passages tellement ancrés dans la mémoire des gens, même sur Internet, qui a été des memes au début de YouTube, genre le This is Sparta, Gerald Butler qui livre une prestation tellement énergique, il s'ancrait du
du personnage apparaissait. Un film plaisir coupable parce que ça peut paraître tellement too much, ça peut paraître un peu niaiseux. Non, c'est un plaisir tout court de cinéma. J'aime pas la bière, mais je m'en pèterais une dans le front juste à checker ça. À la 7e place, il y a une série de films qui m'a marqué. Il s'agit de la saga des Rocky par Sylvester Stallone. Dès que j'ai découvert ces films-là, quand même tard, ils m'ont tellement motivé à aller faire de la boxe. Et que j'ai découvert un certain amour pour ce sport qu'avant je n'avais pas beaucoup développé. Je vais inclure aussi les Creed, mais mon préféré c'est le 3e, Eye of the Tiger, qui montre un Rocky au top de sa forme, mais qui fait juste des combats qui le valorisent pas vraiment. Il est tellement pas conscient qu'il n'a plus la rage du combattant des deux premiers et qu'à un moment donné, t'as Clubber Lang qui le défie et qui le bat vraiment facilement avant qu'il revienne avec un rival des deux premiers films, Apollo Creed, et qui en plus mélange sa robustesse, sa force. Ben maintenant il est encore plus rapide, donc il est encore plus efficace au combat. À chaque film Rocky, oui, les combats, il me donnait envie de me lever de mon siège tellement j'étais excité par les combats, mais c'est surtout les discours de Rocky qui est important, le fait de ne jamais abandonner devant l'adversité, que peu importe d'où tu viens, tu peux devenir quelqu'un de grand, le fait que oui, la vie va te frapper très fort, mais l'important c'est pas le fait de recevoir des coups, c'est de te relever à chaque fois. Je pense que Rocky c'est mon deuxième personnage préféré dans toute la fiction à cause de tous les discours qu'il donne durant les films, surtout dans le 6e qui a marqué beaucoup, et on va inclure également dans les Creed. Si vous avez jamais vu la saga Rocky, à part le 5e qui est comme moyen pour moi, mais qui a quand même un certain message à faire passer, foncez, c'est des pépites. À la 6e place de mon classement, on a un film qui est extrêmement cher à mon cœur, mais qui est reconnu pour être terrible au niveau historique. Je parle de Braveheart par Mel Gibson. On suit William Wallace dans ce film qui part une révolution contre les Anglais qui envahissent l'Écosse. Moi, j'ai des origines écossaises et je pense que ça vient toujours résonner avec cet amour que j'ai pour ce pays qui est si merveilleux. Je l'ai visité il y a plusieurs années. Et bien qu'il y a tellement d'affaires qui ne sont pas arrivées dans l'histoire, avec un grand H, je trouve que les discours, les scènes de combat, les scènes de passion échangées entre les personnages, et même la braverie de certains, surtout William Wallace, t'amène à te dire, ben regarde, c'est pas grave. D'habitude, je suis très picky sur, c'est pas le même dans le livre, c'est pas même dans la BD, c'est même pas comme ça que ça s'est passé dans la vraie vie. Ben, pour vrai, bien qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été critiquées sur ce film-là, moi j'ai réussi à passer au travers, ce qui est quand même un exploit. C'est dire à quel point ce film est exceptionnel. On entre maintenant dans mon top 5, un autre film de Steven Spielberg, et moi je suis pas très émotif dans la vie, je suis même très loin de la tristesse en général, et j'ai jamais vraiment pleuré devant un film. Et ce film-là, bien que très long et très lent, m'a fait chialer à la fin. Il s'agit de Schindler's List, un film sur la Deuxième Guerre mondiale en noir et blanc avec un budget pas très grand, il me semble de comme 20 quelques millions de dollars, mais qui est si percutant. Ça parle surtout de comment les Juifs ont été traités durant la Deuxième Guerre mondiale dans les camps de concentration. Et on suit Oskar Schindler, qui est une personne qui a vraiment existé, qui faisait travailler des Juifs dans son usine, dans une genre d'usine de casseroles ou de chaudron en fait. Et en faisant cela, il a fait en sorte que plusieurs Juifs ont été sauvés de la guerre. Donc, il a été reconnu comme un héros. C'est sûr que c'était un homme qui a rejoint le parti nazi, mais qui en voyant comment que les gens étaient traités, ça l'a bouleversé et il a décidé de changer la donne. C'était touchant. Surtout la fin qui a bouleversé absolument tout le monde, où qu'il réalise que avec tel objet qu'il aurait pu vendre contre des gens, en fait, ce qui est terrible à dire, eh bien, qu'il aurait pu en sauver tellement plus et ça le pulvérise sur place et qu'il demande pardon à tout le monde. En plus, la prestation de Liam Neeson qui était absolument parfaite. Moi, en voyant cette scène, ça m'a chamboulé. Ça m'a détruit complètement. Si vous avez jamais vu Schindler's List, si vous aimez les films de guerre ou de la Seconde Guerre mondiale, c'est mon cas, ben foncez sur ce film-là, je ne peux que le recommander plus. Un autre film de guerre, il s'agit de Hacksaw Ridge par Mel Gibson. On suit l'histoire d'un homme qui s'appelle Desmond Doss qui veut
faire partie de l'armée durant la Deuxième Guerre mondiale. Et en passant, c'est une histoire vraie, très inspirée, l'histoire vraie sûrement. Il veut intégrer l'armée en tant que médic, mais il ne veut pas tenir d'armes parce qu'il ne veut pas prendre la vie de quelqu'un. Parce que c'est un fervent croyant. Lui, il veut soigner le monde, il veut être un médecin de guerre, mais sans tuer personne. Au début, c'est très difficile parce que les gens le voient comme un traître en fait. Si t'es pas pour tuer des nazis ou des japonais, ben t'es vu comme un ennemi, tout simplement. Surtout que là, il rentre dans l'armée et que durant les entraînements, durant les examens, ben, il ne veut pas tenir d'armes, ce qui est un peu ce que tu dois faire durant l'examen militaire. Et finalement, avec plusieurs prouesses de la part de certains personnages, il arrive au front à Hacksaw Ridge, au Japon, où les Américains ont voulu envahir cette position très stratégique au Japon en 1945, et ils n'arrivent tout simplement pas à envahir la place parce que les Japonais sont très bons défendeurs en fait de leur territoire, avec des pièges, avec des zones où ils se cachent dans les collines malgré les bombardements des bateaux et des avions. Et c'est l'humanité qui transpire le mieux dans ce film, avec un Desmond qui veut aider autant les troupes américaines que les troupes japonaises lorsqu'il en trouve. Et c'est à la fin, lorsque ils évacuent encore la colline, que Desmond est pris en arrière et durant toute la nuit, il va essayer de prendre ses alliés qui sont blessés et de le faire descendre en bas un à un, et il a fait ça dans la vie. Je sais pas si vous avez déjà pris quelqu'un sur votre épaule, c'est impossible de continuer pendant 2 minutes. Alors lui, il a fait ça toute la nuit, sachant que les gens avaient de l'équipement militaire qui pesait des tonnes. Je sais pas comment il l'a fait, mais chapeau. Et c'est vraiment ces passages-là qui te fait sentir bien malgré l'horreur que ces gens doivent vivre. Et à la troisième position, j'ai un film qui m'a marqué depuis qu'il est sorti et que j'ai redécouvert récemment avec, j'espère que vous avez deviné juste avec le petit Lego absolument fantastique de la série. Il s'agit de How to Train Your Dragon, le premier. C'est une histoire tellement simple d'un jeune homme qui est inutile pour son clan de vikings. Il est frêle, il est mince, il y a rien d'un homme avec un grand hache. Il arrive même pas à tenir une hache contre les dragons qui envahissent leur village. Et lorsqu'il abat une Night Fury, personne ne le croit évidemment, mais lorsqu'il le retrouve, à place de tout simplement la tuer, il décide de s'entraîner avec et devenir le premier à être transporté sur un dragon. Et évidemment, Toothless ou Croque-Mou en français, j'aime mieux Croque-Mou, bizarrement parce que d'habitude j'aime plus les noms en langue originale, mais Croque-Mou est tellement cute, autant qu'il est badass. Je l'adore. Il a tellement de petits moments adorables. Les dragons, même s'il y en a moins que dans les suites, sont vraiment originaux. Le scénario est basique, mais il est tellement rafraîchissant par ses thèmes. D'après moi, je me suis juste vu dans ce personnage de Aesop, Harold en français, qui est vraiment comme pas à sa place, qui est très très mince, pas fort pour une scène, mais qui arrive quand même à vaincre un méga dragon de la mort qui tue à la fin en étant sur le dos de Toothless et à se sacrifier pour ceux qui le voyaient vraiment comme un paria à la base. Et plutôt que de tuer les dragons, il apprend à ses amis, à sa famille, comment les apprivoiser. À la place de les haïr, il faudrait plus les aimer. Et ça, c'est des messages qui passent extrêmement bien avec moi. Dernier film de Steven Spielberg sur cette liste, et premier avec Tom Hanks dedans, bizarrement. Il s'agit de Saving Private Ryan. Et que dire? Il s'agit du troisième film de guerre que je vous parle dans ce top 20. Et lui, je perds mes mots tellement qu'il y a tellement de choses positives à dire sur ce film-là. Toute la scène du débarquement à lui seul vaut la deuxième place de ce classement. Steven Spielberg a rendu un film de guerre réaliste. T'as l'impression d'être là. La compagnie qui part en mission pour aller chercher le Ryan en question. Tous les frères de la famille Ryan ont été tués au combat et le dernier qui reste, ils veulent le ramener à la maison. Cette longue recherche avec le psychologique des personnages qui est gravement affecté, les combats qui sont spectaculaires, la scène finale également, mais il y a tellement de retournements de situation qui font mal, qui fait juste aussi te montrer que non, la guerre, il n'y a rien de le fun là-dedans et qu'on a échappé à une époque
si noir de notre existence. Et je disais que Schindler's List c'est le premier film qui m'a fait pleurer. Lui, disons qu'il était vraiment pas loin également. Et mon film préféré, que je préfère par-dessus tout, il s'agit de Star Wars épisode 3 Revenge of the Sith. Je vous présente le coffret des 6 premiers films parce que je l'ai pas en format individuel, mais les 6 premiers films de la saga, je les mettrais dans mon top 1 parce que depuis tout petit, j'ai accroché à cet univers absolument fascinant. Sur mon émission L'Entre de la lecture, on parle souvent des livres de Star Wars. Là, on est en train d'aborder la New Jedi Order des années 90 à début 2000 parce que c'est un univers que j'adore tellement. J'ai grandi avec l'épisode 1, 2, 3. Pour moi, mon protagoniste préféré dans toute fiction comprise, c'est Anakin Skywalker / Darth Vader. Je trouve que son ascension vers le côté obscur est l'une des histoires les plus bien construites du cinéma. Je sais qu'il y a énormément de critiques qui ont été faites sur l'épisode 1 et 2, même encore sur l'épisode 3, parce que le 4, 5, 6 sont tellement vus comme des chefs-d'œuvre, mais je trouve que le 1, 2, 3 vaut également la première trilogie, et l'épisode 3 ne fait que mettre l'emphase sur toutes les meilleures choses de Star Wars. Les effets visuels n'ont pas pris une ride. C'est tellement dramatique, shakespearien même. C'est la chute d'un personnage qui pour moi était si important quand j'étais petit. Anakin Skywalker, j'ai grandi en même temps que lui. Et il y a beaucoup de monde qui ont pas aimé la façon dont il est tombé du côté obscur, mais moi j'ai trouvé ça tellement logique et si triste qu'il tombe ainsi pour vouloir protéger sa femme, vu qu'il a perdu sa mère, qu'il est arrivé en tant que Jedi beaucoup trop tard par rapport aux autres enfants du temple. Le fait que Darth Vader, en fait, c'est pas nécessairement juste un méchant, mais quelqu'un qui souffre. Oui, il fait des choses absolument horribles, mais c'est surtout parce que le Dark Side l'a manipulé pour faire ces choses-là. Donc, encore là, jamais que je vais dire « Ah ben oui, mais c'est pas de sa faute ». Non, il a fait des choses, Anakin Skywalker, pour le pouvoir, pour sauver sa femme, oui, mais il était horrible. Donc ça n'excuse rien, même si c'était fait par amour. Mais le fait que, à un moment donné, l'empereur Palpatine s'est juste servi des faiblesses d'Anakin pour le rendre du côté obscur. Je trouvais que l'épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6 se suffisait à eux-mêmes avec les livres et les comics qui ont suivi après. Pas besoin de faire le 7, 8, 9. Et l'épisode 3 va rester jusqu'à la fin de mes jours mon film préféré. Bon, voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci à tous pour l'avoir suivi jusqu'à la fin. Si vous aimez ce genre de concept qui est totalement différent de mes autres vidéos, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et d'ici la prochaine vidéo, vous pouvez vous abonner, commenter, aimer cette vidéo, la partager. Et on se retrouve très prochainement pour soit une vidéo totalement différente ou un prochain L'Entre de la lecture. Prenez soin de vous, regardez des films, lisez des livres, profitez pleinement de la vie et on se revoit une prochaine fois. Salut!